nouvelle sensationnelle. Norris et Piastri ont tous deux été disqualifiés du Grand Prix de Las Vegas parce qu'ils avaient le fond, le plank trop usé, ce qui signifie que Norris a actuellement 390 points, Piastri 366 et Verstappen est à 366 points comme Piastri et à 24 points de Norris. C'est-à-dire que le championnat du monde s'est rouvert, les gars, avec cette disqualification. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, la raison de la disqualification. Nous allons également examiner la théorie sur le chauffage des blocs en titane pour éviter une consommation excessive du plank. Nous allons tout voir ensemble et nous allons bien sûr également faire un récapitulatif de la course du Grand Prix de Las Vegas. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Chaque jour, je traite des nouvelles de la Formule 1. Nous approfondissons tous les thèmes techniques de la Formule 1 et évidemment aussi sportifs. Cela dit, voyons d'abord le document de la fédération et commentons-le ensemble, car il est très intéressant. Et il y a aussi une explication de McLaren sur pourquoi ils ont eu le fond, le plank trop usé. Ceci est le document de Piastri qui nous dit que, évidemment, McLaren n'a pas respecté l'article 3. 509 du règlement de la fédération, les commissaires après la course ont analysé le plank de la voiture numéro 81 et ont constaté que les mesures montraient que la partie avant du fond mesurait 8,88 mm, tandis que la partie arrière du plank mesurait 8,93 mm. Ceci est écrit à ce point-ci du document, excusez-moi, de la FIA. La mesure a été effectuée évidemment avec les instruments achetés en mai 2025. Il est écrit de la part de la fédération et évidemment, ils sont précis à 0,001 mm. La partie a été mesurée plusieurs fois par les commissaires avec des représentants de McLaren pour s'assurer que les mesures étaient correctes. Selon l'équipe a également présenté, disons, une justification de cette consommation excessive du plank qui n'était pas de leur responsabilité. Car lors du premier jour d'essais libres, c'est-à-dire vendredi ou jeudi, considérez comme vous voulez, lorsque les essais libres 1 et 2 ont eu lieu, il y a eu trop peu de temps lors des essais libres pour tester les voitures et les conditions n'étaient pas idéales. Donc selon eux, ils n'ont pas trouvé le temps de régler la voiture. Voilà, c'est une farce dans le sens où c'est une justification qui ne tient pas de la part de McLaren. En fait, au-delà de cela, la McLaren est disqualifiée. Ils l'ont donné comme justification pour essayer d'éviter la pénalité, mais le règlement est clair. Si tu ne respectes pas 9 mm de consommation à l'avant et à l'arrière sur le plank, tu es quand même disqualifié. Ils se sont présentés avec une consommation à la partie avant de 8,88 mm et la partie arrière de 8,93 mm de consommation du plank, ce qui signifie donc qu'ils étaient en dessous de la limite autorisée de 9 mm et donc que le plank était trop usé. Il y avait un peu plus d'usure que prévu. Pourquoi sont-ils si sévères? La fédération, je fais un petit récapitulatif. La fédération est si sévère sur la consommation du plank parce que plus la voiture tourne bas, plus tu as de charge aérodynamique des venturis et donc plus tu peux aller vite car ces voitures à effet de sol génèrent une charge aérodynamique justement à partir du fond. Donc cela signifie qu'avoir même quelques millimètres, ce dont nous ne parlons même pas, quelques centièmes de millimètres de moins par rapport aux adversaires, te donne un avantage énorme en termes de performance. Et ici, je me connecte également à la théorie qui a émergé sur le chauffage des blocs en titane pour essayer d'avoir un avantage ensuite sur la piste. Alors, voici le post que Craig Scarborough a publié, qui est très technique et fait toujours de belles analyses sur chaque aspect de la Formule 1. Et il montre justement le plank qui est cette feuille, cette planche en simi-bois faite en résine qui présente également plusieurs blocs. Voyez ici ces trous où sont positionnés les blocs en titane qui servent justement à maintenir la planche en résine et donc éviter que le fond touche l'asphalte. Cela dit, il est important que cette planche ne soit pas trop usée parce que si elle est excessivement usée, cela signifie que ta voiture est trop basse. Elle est également prise comme référence pour les contrôles de la fédération. À ces endroits, le contrôle est effectué à la partie avant et à la partie arrière. Et donc, tu dois essayer d'avoir dans les deux parties, donc à l'avant et à l'arrière, une voiture pas trop basse, parce que sinon tu vas trop consommer le plank. Et donc, tu as une voiture qui génère plus de charge du fond. Cela dit, il y a une théorie qui circule sur le chauffage des blocs en titane pour avoir disons, un bloc en titane un peu plus large. Ici, nous parlons vraiment de centièmes de millimètre. Donc vraiment une modification légère, petite, minuscule, faite sur mesure pour avoir donc un bloc en titane plus large, surtout plus épais en hauteur. Et cela permet d'avoir une voiture qui tourne plus basse avec le fond
mais tu as un bloc plus épais et donc tu touches davantage ce bloc en titane. Et tu vas moins consommer le plank parce que tu as un bloc en titane plus épais, mais la voiture tourne plus basse, donc tu as plus de charge des canaux Venturi qui sont ceux que tu vois ici à côté du fond. Donc cette théorie circule parce que, eh bien, lors des dernières courses, il y a eu un contrôle au Grand Prix du Brésil où la FIA a réaffirmé et interdit tout système qui chaufferait les blocs de titane. Et cela, eh bien, signifie que la FIA avait remarqué quelque chose qui n'allait pas bien et ne suivait pas le règlement. McLaren est le premier suspect à utiliser ce système. On parle aussi d'autres équipes et ils disent que toutes les étincelles que nous voyons sur la piste, nous savons toujours que certaines équipes en produisent plus ou moins. Cela pourrait être aussi pour cette raison, parce que vous avez ce bloc de titane qui touche plus par rapport à d'autres équipes, et donc cela signifie que vous avez une voiture qui roule plus bas, mais consomme moins le plank. C'est un peu contre-intuitif. En fait, il arrive très souvent que vous me demandiez « Mais comment est-il possible que cette voiture génère autant d'étincelles, roule si bas, mais n'a pas la consommation de plank aussi excessive que d'autres équipes, comme par exemple Ferrari, qui semble rouler plus haut ?» Voilà, une raison pourrait être celle-ci. Je vous le rapporte, c'est une théorie qui circule en ligne, elle n'est pas encore confirmée. Nous savons que la Formule 1 est composée de nombreuses zones grises, et donc il n'est pas certain que cela soit vrai ou faux. C'est une théorie qui a circulé. Nous savons que la FIA a intensifié les contrôles après le Grand Prix du Brésil sur cet aspect. Donc c'est plausible. Je vous dis juste, à titre de complétude, que la fédération a annoncé la disqualification, et donc le classement change aussi. Je vais vous le montrer maintenant. Mais avant cela, je vous montre aussi les points où les blocs de titane sont placés. Voyez ici la partie avant. Excusez-moi, ici la partie avant, ici la partie arrière dont je vous ai parlé plus tôt. Donc la partie avant et arrière, et puis la partie centrale dans ces trous, ici. Et ici, le plank montre la partie avant, une partie arrière, donc le plank complet en bas. Ce classement mis à jour avec Norris à 390 points, Piastri à 366 points, et Verstappen à 366 points. Donc, Piastri et Verstappen sont à égalité de points et Norris est à 24 points de distance. Et cela change tout pour le championnat du monde car il reste le Qatar et Abu Dhabi à la fin de la saison avec le cas Tatar qui a aussi la course sprint. Donc il y a d'autres points, 8 au total, en jeu pour les pilotes. Donc attention, le championnat est encore ouvert. Verstappen peut potentiellement marquer 12 points par course, 12 points par week-end pour tenter de rattraper Norris dans le cas où Norris ne gagnerait pas de points. Évidemment. Mais une différence de 12 points par week-end permettrait à Verstappen de devenir champion du monde. Et c'est un grand changement. Évidemment, il faut considérer que nous allons rencontrer des pistes plus favorables à McLaren par rapport à Red Bull car le Qatar et Abu Dhabi sont plus favorables à McLaren. Mais attention, cette question de fond usé et disons, la question du plank pourrait également changer les forces en présence. Donc cela n'est pas à exclure. Cela dit, je montre aussi ici le classement que nous avons avec Verstappen qui a gagné le Grand Prix de Las Vegas, Norris 2e, Russell 3e. Évidemment, avec la disqualification, Russell est arrivé 2e et Antonelli est monté sur le podium. Donc les deux Mercedes en 2e et 3e position, car Norris et Piastri ont été disqualifiés. Nous avons Leclerc qui, sur le papier, à la fin de la course, est arrivé 6e. Et puis il est monté à la 4e position. Et puis, nous avons Hamilton 10e qui est ensuite monté à la 8e place. Nous avons vu une course qui a été caractérisée par un arrêt. En fait, presque toutes les équipes ont utilisé les pneus durs moyens, à l'exception d'Antonelli, qui a fait 2 tours avec les pneus tendres, puis a monté les pneus durs et est allé jusqu'à la fin en faisant 48 tours, ce qui s'est avéré être la meilleure stratégie, car Kimi a beaucoup récupéré et en fait, en lien avec cela, parlons immédiatement de Hamilton, car Hamilton, à la fin de la course, nous l'avons trouvé un peu amer, déçu parce qu'il s'attendait sûrement à faire une meilleure course en voyant son départ. Allons voir ensemble le départ de Hamilton et puis allons voir et commenter aussi son team radio à la fin de la course. Alors, le départ de Hamilton était incroyable parce qu'il s'est retrouvé immédiatement en 13e position et a évité le chaos au début. Et c'est fondamental. Voyons ensemble. Ici, Hamilton au départ, nous voyons qu'il partait dernier. Je me souviens qu'il partait 20e. Ici, il y a un peu de chaos initial causé par Bortoleto qui entre trop agressivement et crée ensuite un effet, disons, carambole. Il percute tous les autres pilotes. Et ici, Hamilton a été très intelligent, très rusé pour rester hors des problèmes et couper ici vers l'intérieur. Et ici, il a réussi à éviter beaucoup de pilotes. D'ailleurs, il y avait aussi Stroll, si je ne me trompe pas, qui avait l'aileron arrière détruit. Le voici en effet. Ensuite, il s'est retiré et donc ici, Hamilton a fait un départ incroyable
réussissant à éviter les ennuis et à récupérer cette position. Et ici, Hamilton va à Gomard et en fait, il est vrai que Kimi était parti avec des pneus soft, il était plus avantagé. Il est logique qu'il ait fait l'arrêt au début, alors que pour Hamilton, la stratégie idéale était de s'arrêter plus tard, faire un long relais. Cependant, cela ne lui a pas permis de faire une bonne course. En effet, si nous regardons ses premiers tours, vous voyez que le rythme de Hamilton par rapport à celui de Kimi était beaucoup plus lent. Considérez que les données de Kimi ici sont prises à partir du 4e tour. Kimi a fait les 2 premiers tours avec des pneus et soft, puis s'est arrêté tout de suite au stand pour monter les hards. Cependant, il a monté les hards et se trouvait dans une zone sans trafic, tandis que Hamilton était tout le temps dans le trafic. Et cela ne lui a pas permis de faire une bonne course parce qu'il a perdu une éternité, Hamilton, derrière Ocon qu'il n'a pas réussi à dépasser. Je montre, excusez-moi, également les tours où ils se sont arrêtés. Voyez ici avec Antonelli qui s'est arrêté pour monter les gommards. Du début à la fin, il a fait 48 tours sans avoir aucun problème, tournant même en fin de course très fort, même plus fort que Hamilton. Donc la Mercedes a certainement un rythme supérieur à la Ferrari aujourd'hui et nous l'avons également vu dans le classement, si nous voulons. Cependant, en tout cas, on aurait pu faire une meilleure stratégie avec Hamilton parce qu'il a perdu beaucoup de temps au début. Dans ces tours-là, voyez-vous, ces tours-là, Hamilton a beaucoup perdu par rapport à Kimi Antonelli qui a fait une très grande course. Je tiens quand même à le dire parce que Kimi a fait une course spectaculaire et, en partant de loin derrière, vraiment impressionnant. D'abord, je vais vous montrer également la collision qui a eu lieu avec Albon, qui a ensuite été pénalisé pour cela. Hamilton se déplace sur la droite. Et là, Albon est touché, disons, sur l'aileron avant, et c'est-à-dire derrière l'aileron avant d'Albon est touché. Albon a ensuite été celui qui a causé la collision avec Hamilton. Donc c'est lui qui a été pénalisé. Hamilton a eu de la chance de ne pas avoir de dégâts sur sa monoplace. D'abord la radio d'équipe, je vais vous la faire écouter, puis nous la commenterons. Bien, donc Ricciardo Adami et Lewis Hamilton ont une discussion dans laquelle Hamilton dit: mais comment est-il possible qu'une Mercedes derrière moi soit arrivée devant, mais nettement devant, parce qu'ensuite Kimi est arrivé 5e à la fin de la course, puis avec les différentes disqualifications, il est arrivé 3e. Quant à Hamilton, il était 10e, puis avec les disqualifications, 8e. Comment est-il possible que cette Mercedes soit arrivée si loin devant en se référant à Kimi? Et Ricciardo me dit: eh bien, il a fait son arrêt au stand au 3e tour et a monté les pneus durs. Le Gomard est un pneu bien supérieur à la moyenne. Le pneu médium n'a pas aussi bien fonctionné. Mais la stratégie d'Hamilton devait être différente. Il devait essayer d'utiliser le Gomard autant que possible. Le monter en médium moins. Essayer d'émuler un peu la stratégie de Kimi Antonelli. Donc sur cet aspect, selon moi, Ferrari a un peu fait une erreur. Hamilton a été déçu par la stratégie de Ferrari. Écoutons aussi ses déclarations après la course. Terrible. Terrible. No, it's been the worst season ever. No matter how much I try, it just keeps going worse. Can I ask what you're trying? I'm trying everything. So in the car, out. Everything, in and out of the car. C'est absurde comme il le dit. On l'entend un peu faiblement, mais il dit pratiquement: c'était une saison terrible, la pire de ma carrière. Et c'est tout. Et rien ne fonctionne. Et la situation s'aggrave, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait vraiment pas être pire pour Hamilton, et il le répète aussi dans l'interview. Et post-course, c'est vraiment une situation très très mauvaise pour lui, et en considérant qu'il a, pour la première fois de sa carrière, commencé 20e, pas à cause de panne technique, c'est-à-dire commencé 20e, et quelque chose de vraiment absurde pour un septuple champion du monde. Donc je comprends bien la frustration dans ce cas pour Hamilton. Écoutons maintenant, ou plutôt, regardons d'abord la course de Leclerc. Leclerc a fait une bonne course, lui aussi a été un peu pénalisé par la stratégie, selon moi. Et voyons cependant le dépassement de Leclerc sur Piastri. Très très beau. Regardons-le ensemble. Leclerc arrive ici, au tour 12, à côté de Piastri, qui a de toute façon une McLaren, une voiture supérieure, et là il réussit à le dépasser. Et ici je pensais, waouh, Leclerc qui a beaucoup de rythme va aussi rattraper ceux devant. Je pensais qu'il dépasserait Jarre et Sainz rapidement, mais ici vraiment un excellent dépassement de Leclerc, et il a fait une belle course selon moi. Charles a fait chaque tour à la limite, style qualification. Il a dit lui-même qu'il a donné le maximum. Et en fait, à un moment donné, on l'a aussi entendu dire « I'm pushing like an animal ». Je pousse comme un animal, et nous l'avons vu. Nous avons vu qu'il faisait vraiment une excellente course, poussée au maximum.
Et écoutons ensemble ces paroles après la course pour les commenter. Voyons. Et alors un instant que je vous les fasse entendre. Voyons ensemble. Il est évidemment très content de la performance de la course, même si finir 6e est vraiment décevant. C'est d'ailleurs le pire résultat que la Vega ait réalisé jusqu'à présent. Et cela dit, pour Ferrari, ce fut une course difficile malgré le fait que Las Vegas soit favorable sur le papier comme piste. Le fait que beaucoup disaient « Ah, la Ferrari est en configuration sèche, c'est vrai, mais d'autres équipes avaient aussi une configuration sèche pour dimanche, M, et donc cela ne justifie pas cette mauvaise performance du samedi sous conditions humides. C'est une voiture très difficile à piloter, c'est-à-dire que la SF25 ne l'a pas. C'est une voiture qui manque de rotation, donc c'est très difficile à conduire. Selon moi, les gars, enfin le mondial deviendra aussi plus juste parce que Verstappen fait de son mieux. Il a fait une course remarquable, même aujourd'hui il a gagné et il mérite ce mondial à 100% selon moi. Même plus que Norris et Piastri, beaucoup plus. Et certainement plus que Piastri dans ses dernières courses. Norris fait une excellente fin de saison, mais selon moi, Verstappen le mérite davantage. Il lutte contre une voiture qui les gars n'est pas si supérieure, c'est une bonne voiture. La Red Bull s'est améliorée depuis cet été, depuis Pays-Bas. Et regardez aussi, Tsunoda, il arrive 14e, c'est-à-dire dans les dernières positions, et Verstappen est là devant. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas la même voiture, c'est vrai, mais sur le papier, ils devraient l'avoir. C'est toujours une Red Bull quand même. Cela dit, et je montre le départ qui est très intéressant parce que nous avons vu un excellent départ de Verstappen qui a attaqué Norris immédiatement. Et ici, on voit encore une fois la faiblesse de Norris au départ parce que nous devons le dire, cet aspect-là ne s'améliore pas pour Lando qui semblait avoir fait un excellent départ en couvrant l'intérieur. En fait, on voit ici, et vous voyez que Norris couvre immédiatement l'intérieur et sur Verstappen. Verstappen est bon qu'il relève à ce moment-là, mais là ensuite Norris n'a plus de place pour freiner et est obligé d'aller loin parce qu'il fait une trajectoire trop erronée pour couvrir Verstappen. En somme, il a encore une fois fait une erreur. Puis Verstappen en a profité pour croiser la trajectoire et ici Norris ne pouvait rien faire et Verstappen l'a dépassé. Donc grand départ de Max, Russell l'a dépassé sur la ligne droite après. Et Norris, encore une fois, paie le prix au départ malgré la pole position d'hier dont je me souviens. Il avait aussi fait une erreur au dernier virage et nous verrons un peu comment cela se passera parce qu'il sera intéressant de voir le Qatar avec la course sprint si Verstappen réussira à maintenir le rythme des McLaren qui semblent favorites sur le papier. Je vous montre aussi le classement mis à jour avec Norris, 390 points, Piastri 366 et Verstappen 366 points. Donc nous verrons un peu comment cela se passera dans les prochaines courses. Selon moi, Max mérite ce mondial. C'est-à-dire, j'espère que Max le remportera parce que vraiment dans les dernières courses, mais pas seulement dans les dernières courses, quand il a pu, il a toujours donné le maximum et la voiture jusqu'à la mi-saison n'était pas là. La Red Bull était même la 3e, 4e force. Et pourtant maintenant, c'est une Red Bull plus compétitive et Max fait la différence avec la voiture, c'est sûr. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion, bien sûr sur la course, sur le mondial, je suis curieux de lire et de répondre à tout le monde. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici, c'est tout de Rasta. On se voit dans une prochaine vidéo.